Ma mère m'a dit de rester à la maison si je ne pouvais pas payer le voyage à 10 000 €. Puis, j'ai reçu une alerte, ils savaient utiliser ma carte pour tout payer. J'ai tout annulé et envoyé un huissier. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. La nuit était déjà tombée sur Paris, mais dans les bureaux du cabinet Leroy et Associés, le temps semblait s'être figé. La seule lumière provenait de l'écran de mon ordinateur, projetant une lueur bleutée et spectrale sur les piles de dossiers qui colonisaient mon bureau. 22h30. Dehors, la ville lumière commençait à ralentir son pouls frénétique. Le mien, en revanche, battait au rythme de la caféine et de l'anxiété. Je m'appelais Chloé, j'avais 28 ans, et mon titre officiel des « avocate collaboratrice junior » masquait une réalité bien moins glamour, celle d'une travailleuse acharnée, jonglant entre des conclusions à rendre pour avant-hier et le spectre bien réel de mon prêt étudiant, un monstre silencieux qui dévorait une part obscène de mon salaire chaque mois. Chaque dossier bouclé, loin d'apporter un sentiment d'accomplissement, semblait n'être qu'une tête coupée de l'hydre, deux autres repoussant instantanément, plus urgentes, plus complexes. L'épuisement n'était plus un état passager, mais le papier peint de mon existence, un bourdonnement sourd dans mes tempes, une tension permanente dans ma nuque. C'est dans ce cocon de stress et de silence que mon téléphone vibra, une sonnerie stridente et déplacée. Le nom de « maman » s'afficha, et je sentis mes épaules se tasser un peu plus. Je laissai sonner. Une fois. 2 fois. Chaque sonnerie était une petite ponction sur ma réserve d'énergie déjà critique. Je savais que cet appel, à cette heure-ci, n'était pas anodin. Ma mère, Monique, n'appelait jamais simplement pour prendre des nouvelles. Ces appels étaient des manœuvres, des ouvertures subtiles sur l'échiquier familial. Finalement, avec le soupir d'une condamnée, je décrochai et activai le haut-parleur, mes doigts ne quittant pas le clavier. Il fallait que je termine cette note de synthèse. Chloé, ma chérie. J'espère que je ne te dérange pas dans ton travail si important? La voix de ma mère était un concentré de fausse gaieté. C'était sa voix des « grandes annonces », une intonation sirupeuse que j'avais appris à décoder depuis l'enfance. Elle signifiait généralement une excellente nouvelle pour elle et le reste de la famille, et, par une loi immuable de la physique familiale, une nouvelle complication pour moi. Bonsoir maman. Non, ça va, je finalise un dossier, ma voix sonna plus plate, plus morte que je ne l'aurais souhaité. Oh, cet enfant! Toujours le nez dans ses grimoires. Justement, on pensait à toi avec ton père. On s'est dit que tu avais besoin de souffler, et nous aussi d'ailleurs. Ton père est sur les rotules. Alors, surprise. On a décidé d'organiser des retrouvailles familiales pour recharger les batteries. Je sentis la méfiance, cette vieille amie, s'installer au creux de mon estomac. Leur « surprise » avait souvent le coup d'un petit PEL. On part tous ensemble à Courchevel. Une semaine entière. J'ai déniché un chalet de luxe, tu n'imagines même pas. Cheminée monumentale, jacuzzi avec vue sur les pistes, service de conciergerie. Le grand jeu. On part dans 3 jours. On a réservé les billets de TGV en première classe, le chalet. Tout. Franchement, après l'année qu'on vient de passer, on le mérite amplement. Je restais silencieuse, mes doigts figés au-dessus du clavier. Courchevel. Jacuzzi. Première classe. Les mots flottaient dans l'air de mon bureau exigu, des mots d'un autre monde, un monde qui n'était pas le mien. Un monde dont le droit d'entrée se chiffrait en milliers d'euros, une somme que je n'avais tout simplement pas. Je savais ce qui allait suivre. L'attente fut brève. Le silence s'étira juste assez pour que ma mère le perçoive comme un manque d'enthousiasme. Sa voix changea alors, se parant de cette compassion faussement délicate qu'elle maîtrisait à la perfection. Écoute, ma chérie. Je vais être franche avec toi. Le forfait par personne, tout compris, revient à 2 500 €. C'est une offre incroyable pour la prestation, crois-moi, mais ça reste une somme, je le conçois. Elle fit une pause, me laissant le temps de digérer l'information, ou plutôt, de sentir le nœud se serrer dans ma gorge. Alors voilà.
Je préfère te le dire directement pour qu'il n'y ait pas de malaise. Si tu n'as pas les moyens, ce n'est absolument pas un problème. Tu restes à la maison, et puis c'est tout. On ne t'en voudra pas une seconde, tu sais. On comprendra parfaitement. On sait que ta situation est différente. La voilà. La phrase. La petite guillotine verbale, polie et bienveillante. Si tu n'as pas les moyens. Ta situation est différente. La même mélodie qu'on m'avait jouée pour le mariage de ma cousine à Florence, pour le week-end d'anniversaire de mon père à Marrakech. Une petite tape sur la joue, un sourire condescendant, et une mise à l'écart en douceur. Ma présence au sein de ma propre famille était un produit de luxe que je ne pouvais visiblement pas toujours me permettre. La douleur n'était plus aiguë. C'était une douleur chronique, une inflammation sourde que j'avais appris à ignorer. Discuter était inutile. Ce serait ouvrir la porte à un flot de reproches sur mon manque de joie de vivre, mon ingratitude, ma façon de toujours tout compliquer. Chloé. Tu es toujours là? Ma gorge était sèche. Oui, maman. C'est une super idée. Mais, tu as raison. Je suis vraiment surchargée au cabinet en ce moment, c'est un peu hors budget pour moi. Passer de très bonnes vacances. Chaque mot était un caillot que je devais cracher. Oh, d'accord ma puce. Quel dommage. On aurait tant aimé que tu sois là. Mais bon, le travail c'est le travail. On t'enverra des photos, promis. On t'appellera en visio depuis le jacuzzi. Gros bisous. Elle raccrocha dans un tourbillon de fausse affection. Le silence retomba, plus lourd, plus accusateur qu'auparavant. Je fixai l'écran, les mots de ma note de synthèse se transformant en une bouillie insensée. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était jamais vraiment l'argent. C'était la facilité. La désinvolture avec laquelle ma place dans le tableau familial pouvait être effacée. J'étais le post-it sur le frigo, celui qu'on peut enlever sans que ça change la recette. Je fermais les yeux, inspirais l'air vicié du bureau, et forçais mes doigts à bouger. Le travail, au moins, avait besoin de moi. J'ai poussé jusqu'à 2 heures du matin, l'esprit anesthésié par la fatigue. Mon lit, d'habitude un havre de paix, me parut étranger. Le sommeil, ce vieil ami, me fuyait. Les mots de ma mère ricochaient dans le silence de ma chambre, non pas comme des attaques, mais comme des faits, des éléments d'un dossier que je n'avais que trop longtemps refusé d'instruire, le dossier de ma propre vie. Vers 3h15, alors que mon cerveau capitulait enfin, une vibration sur ma table de chevet me tira de ma torpeur. Brève, stridente. Je grognai, pensant à un email tardif d'un collègue insomniaque. À tâtons, je saisis mon téléphone, la lumière de l'écran m'éblouissant. Ce n'était pas un email. C'était une notification de mon application bancaire, celle que j'avais configurée pour m'alerter de toute dépense supérieure à 1000 €. Une mesure de sécurité. Quelle ironie. Le texte était court, brutal, presque surréaliste, transaction de 10 000 € chez Courchevel Prestige Chalet en attente de validation. Le froid. Un froid polaire, instantané, qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. Il naquit dans ma poitrine et se propagea en vagues glaciales jusqu'à l'extrémité de mes membres. 10 000 €. Le chiffre était si grotesque, si disproportionné par rapport à ma réalité financière qu'il me sembla être une erreur, un bug. Un piratage. Oui, ça devait être ça. Je m'assis dans mon lit, le dos droit, le cœur battant dans mes tempes. Mes doigts, soudain malhabiles, tremblaient alors que j'ouvrais l'application, mon code secret tapé avec une urgence mêlée de terreur. L'application s'ouvrit. La transaction était là, en haut de la liste, en rouge. Je cliquai dessus. Et ce que je vis sous le montant absurde fit basculer mon état de choc vers quelque chose de bien plus sombre, une rage froide et pure. Détail de l'opération. Bénéficiaire, forfait prestige, non, Jean-Pierre M. Bénéficiaire, forfait prestige, non, Monique M. Bénéficiaire, forfait prestige, non, Sophie L. Bénéficiaire, forfait prestige, non, Guillaume L. Mon père. Ma mère. Ma sœur. Mon beau-frère. 4 noms. 4 forfaits à 2 500 €.
Ma carte de crédit. Mon nom à moi, le titulaire de la carte, n'apparaissait que dans les informations techniques de la transaction. Pas dans la liste des heureux voyageurs. L'air sembla se raréfier dans la pièce. Il n'avait pas seulement utilisé mon argent sans ma permission. Il l'avait fait juste après m'avoir signifié que je n'avais pas les moyens de les accompagner. Il m'avait exclu verbalement pour ensuite m'inclure de force dans la facture, comme une simple ligne de crédit, une entité abstraite et invisible. C'était d'une arrogance, d'un mépris si total, si absolu, que cela en devenait presque une œuvre d'art. Et ce fut la fin. La fin de la Chloé qui excusait. La fin de la Chloé qui encaissait. La fin de la Chloé qui ravalait sa fierté pour maintenir une paix factice. L'avocate en moi, celle qui dormait sous des couches de devoirs filiaux, se réveilla brusquement. Et elle était furieuse. Mes gestes devinrent ceux d'un chirurgien. Froid, précis, sans une once d'hésitation. Sur l'écran, je sélectionnai l'option « Contester cette opération ». Le menu déroulant s'afficha. Motif. Je cochai la case sans trembler, transaction non autorisée par le titulaire de la carte. Validé. Puis, je naviguai vers la gestion de ma carte. Bloqué temporairement. Clic, faire opposition pour utilisation frauduleuse. Clic, confirmer. En moins d'une minute, le cordon ombilical financier qui me reliait à eux fut tranché au scalpel. Je reposai mon téléphone. Le calme qui m'envahit était terrifiant. Un calme de champ de bataille après l'explosion. La voie à suivre était désormais une ligne droite, tracée au cordeau. 1 heure plus tard, une éternité, alors que je buvais un thé à la menthe pour calmer les tremblements qui commençaient à me prendre, mon téléphone vibra. Un SMS. Sophie. On est à la gare de Lyon pour prendre le TGV, pourquoi les réservations sont annulées? Le chalet ne répond pas. C'est la honte. Papa est furieux, il est en train de hurler sur le chef de gare. Je relus le message, savourant presque la panique qui en suintait. La honte. Ce mot si important pour eux. La fureur de mon père. Un spectacle que je pouvais imaginer sans peine. Je pris une gorgée de thé. Puis, je tapai ma réponse. 4 mots. Simple. Dévastateur. Une question qui était en fait une sentence. Ce que tu as dit. J'appuyai sur « Envoyer ». Le message partit. Puis, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'adolescence. Je tins le bouton d'alimentation de mon téléphone enfoncé et le regardai s'éteindre. Le petit son de l'extinction fut le plus libérateur que j'ai jamais entendu. Dehors, Paris dormait encore. Mais dans mon petit appartement du 17e, une révolution venait d'avoir lieu. La nuit fut blanche, mais ce ne fut pas une nuit d'agitation. Ce fut une nuit d'instruction. Assise dans le vieux fauteuil en velours hérité de ma grand-mère, la seule de la famille qui m'ait jamais regardée comme une personne à part entière, je suis devenue la procureure de ma propre cause. Le dossier, c'était ma vie. Et les pièces à conviction remontaient à la surface, non pas dans le désordre confus de l'émotion, mais avec la froide logique d'une chronologie de faits. La pièce maîtresse, celle qui avait posé les fondations de ma servitude financière, datait de la sortie de l'école d'avocat. J'avais à peine 25 ans. Mon premier contrat de collaboration, mon premier vrai salaire. J'étais fière, je me sentais enfin adulte. C'est le moment qu'ils avaient choisi. Mon beau-frère, Guillaume, éternel entrepreneur de concepts fumeux, avait décidé de lancer une épicerie fine et engagée. Un projet qui nécessitait un prêt de 30 000 €. Aucune banque ne voulait le suivre. Il lui fallait un garant. Un garant solvable et, de préférence, naïf. Le dîner fut une mise en scène magistrale. Ma mère avait préparé mon plat préféré. Mon père avait ouvert une bouteille de vin exceptionnelle. Sophie, ma sœur, affichait un sourire radieux, parlant de leur avenir, de leur projet. C'est une chance unique, Chloé, avait dit mon père, son regard grave et pénétrant. Guillaume a un flair incroyable. C'est un investissement pour la famille. Nous en profiterons tous. Ma mère avait porté le coup de grâce. Pense à ta sœur, ma chérie. Elle est si épanouie quand elle a un projet. Tu ne peux pas lui briser son rêve. J'avais cédé à ce chantage affectif parfaitement orchestré.
J'avais signé les papiers, mon nom à côté de celui de Guillaume. La boutique avait tenu 6 mois avant de couler, me laissant avec la responsabilité d'un remboursement mensuel qui amputait lourdement mon budget. Quand j'avais osé en parler à ma sœur, elle m'avait répondu d'un ton agacé. « Oh, ne sois pas si matérialiste. L'argent, ça va, ça vient. L'important, c'est qu'on ait essayé. » Le second acte s'était joué sur le terrain de la santé, un levier de culpabilisation encore plus puissant. L'arthrose de mon père. L'opération du genou. Son refus catégorique de l'hôpital public, ce « mouroir pour le bas peuple ». Il avait des exigences. La clinique privée de Neuilly. Une chambre seule. Un chirurgien renommé. La facture était tombée, salée comme une mer d'hiver, 12 000 €. Leur mutuelle, bas de gamme malgré leurs prétentions, n'en couvrait qu'un tiers. J'avais été convoquée pour un « conseil de famille ». Le regard de ma mère, embué de larmes feintes, le ton grave de mon père expliquant que sa mobilité était en jeu, « Tu es la seule à avoir mis un peu d'argent de côté, Chloé. Nous, on a eu beaucoup de frais. » J'avais vidé mon plan épargne-logement, sacrifiant sur l'autel de son confort le rêve lointain d'avoir un jour mon propre « chez moi ». La seule reconnaissance que j'avais reçue fut le plateau repas était étonnamment bon, de mon père après l'opération. Et puis, il y avait la myriade de micro-agressions, ces petites humiliations quotidiennes qui tissaient la toile de ma soumission. L'hiver dernier, terrassée par une pneumonie, j'étais restée clouée au lit pendant 10 jours, faible et seule. Dans un moment de désarroi, j'avais appelé ma mère, ma voix à peine un murmure, pour lui supplier de m'apporter un bouillon chaud. Sa réponse, je pouvais la réciter mot pour mot, tant elle s'était gravée en moi. « Oh, ma pauvre chérie, je suis désolée. Mais je suis avec Sophie. On est en plein shopping pour la nouvelle collection de printemps. Elle a besoin de mon avis, tu sais comme elle est indécise. Et puis, on doit absolument trouver une tenue pour le cocktail de l'ambassade. Tu comprends, ma puce ? C'est important pour le réseau de Guillaume. » Cette nuit-là, dans le silence de mon appartement, je compris enfin. Famille était le mot de passe qui leur donnait le droit de piocher dans ma vie. J'étais la variable d'ajustement de leur budget, le filet de sécurité de leurs imprudences, la fille, raisonnable, dont la compréhension était indue. J'étais la célibataire sans enfant, donc, par définition, corvéable et imposable à merci. La transaction de Courchevel n'était pas une simple fraude. C'était la signature au bas du contrat, le saut final sur un pacte tacite que j'avais été trop lâche, trop aveugle pour voir. Il ne m'avait pas simplement volé de l'argent. Il m'avait volé ma dignité, goutte à goutte, pendant des années, en me faisant croire que c'était le prix normal de l'amour filial. Le soleil commençait à se lever, et avec lui, une certitude froide et inébranlable. L'instruction était terminée. Le procès pouvait commencer. Au matin, une clarté nouvelle semblait baigner mon appartement. Ce n'était pas seulement la lumière du jour, c'était une clarté intérieure. Avant de rallumer mon téléphone, je me préparai un café fort, et je mis en place mon protocole de guerre. Tout appel serait enregistré. Tout message vocal serait sauvegardé. Toute communication deviendrait une pièce à conviction. Lorsque je rallumai l'appareil, ce fut un véritable tsunami numérique. 23 appels manqués. Une cinquantaine de messages, un mélange de fureur sur WhatsApp, de supplications sur Messenger et de menaces sur SMS. Je l'ai parcouru d'un œil clinique, sans émotion, comme un enquêteur examinant une scène de crime. Les insultes de mon père. Les lamentations de ma mère sur sa « fille ingrate ». Les accusations de Sophie sur la « honte » que je leur faisais subir. Je fis des captures d'écran de tout. À 10 heures précises, l'interphone sonna. Je jetai un œil au visiophone. Mon père. Son visage était une étude en cramoisi. Ses traits, habituellement si contrôlés, étaient tordus par une rage qui semblait le faire vibrer. Chloé, ouvre immédiatement. Ton petit jeu a assez duré, sa voix grésillait, saturée de fureur. Je ne répondis pas. Je restai là, fasciné par cette éruption de violence. Il martela le bouton, puis, réalisant que je ne céderais pas, il dut attendre qu'un voisin sorte pour se glisser dans le hall de l'immeuble. Quelques instants plus tard, ma porte d'entrée se mit à trembler sous des coups sourds et puissants. Chloé.
Ouvre cette porte. Je te l'ordonne. Les coups étaient si violents que le petit Judas vibrait. Je m'approchai, collai mon œil à la lentille. Je le vis, là, sur mon paillasson. Le souffle court, le visage en sueur. Il n'était pas un père en colère. Il était un homme à qui on avait coupé les vivres. C'était l'expression brute du propriétaire dépossédé. Je reculai, pris mon téléphone et enregistrai le son. Des coups. Des insultes. Des menaces. Tout était méticuleusement documenté. Au bout de 5 longues minutes, il abandonna, à bout de souffle. J'entendis ses pas lourds s'éloigner, suivis du bruit de l'ascenseur. Le silence qui s'ensuivit ne fut pas un soulagement. Ce fut une confirmation. Je savais que je ne pouvais pas mener cette bataille seule. J'avais besoin de mes alliés. J'appelai d'abord Élodie. Ma meilleure amie. Mon roc. Allô? C'est fait, dis-je simplement. Je lui racontai tout, sans omettre un détail. Sa réaction fut immédiate et viscérale. Putain, Chloé. Enfin. Tu sais depuis combien d'années j'attends ce coup de fil? Depuis la fac, depuis que tu annulais nos week-ends pour payer une facture de dentiste à ta mère. Ne flanche pas. Surtout pas. C'est le combat de ta vie. Je suis là. Dis-moi ce que je dois faire. Je peux venir monter la garde devant ta porte s'il le faut. Son soutien indéfectible, sa colère pour moi, fut l'armure émotionnelle dont j'avais besoin. Ensuite, j'appelai Marc, mon mentor au cabinet. Marc, bonjour. J'aurais besoin de votre avis sur une affaire personnelle qui prend une tournure litigieuse. Je lui exposai les faits de manière aussi factuelle que possible. L'utilisation de la carte, les dettes passées, le harcèlement à ma porte. Il m'écouta, son silence n'étant interrompu que par quelques approbateurs. Chloé, dit-il quand j'eus terminé, sortez de l'émotionnel. C'est un cas d'école. Vous avez des créances, et vous avez une partie adverse qui use de l'intimidation. La procédure est simple. 1. Cessez tout contact direct. 0. 2. Documentez absolument tout. Ce que vous avez déjà commencé à faire. C'est parfait. 3. Officialisez. Il faut que la peur change de camp. Vous n'êtes plus la débitrice de leur affection. Vous êtes leur créancière. Agissez comme tel. Lorsque je raccrochai, le plan était clair. Mon cœur était blindé par l'amitié d'Élodie. Ma tête était armée par la stratégie de Marc. Le siège de mon appartement pouvait bien continuer. Je n'étais plus assiégé. J'étais le général dans son quartier-maître, préparant la contre-offensive. Cet après-midi-là, mon petit appartement parisien se transforma en cabinet d'avocat spécialisé dans un seul et unique dossier, le mien. La table de ma salle à manger, habituellement encombrée de courriers et de magazines, devint mon bureau de guerre. Je ne me contentais pas de réagir, j'allais prendre l'initiative. J'allais transformer leur agression en une procédure formelle, froide et implacable. Mon arme de choix, un document. Pas une simple facture, ce mot était trop commun, trop commercial. Je l'intitulai « Notification de créance et réclamation pour manquement et préjudice ». Chaque mot était pesé, choisi pour son poids juridique et sa froideur. La première étape fut la plus laborieuse, la collecte de preuves. Je passai des heures à plonger dans les archives numériques de mes comptes bancaires, remontant sur près de 10 ans. Chaque relevé mensuel était une page de mon histoire, une litanie de petites et grandes concessions. Je retrouvai le virement de 8 000 € pour la clinique du parc, la preuve du prélèvement mensuel de la banque pour le prêt de Guillaume, le virement de 5 000 € à ma mère avec le libellé anodin « Aide familiale ». Je compilais tout dans un tableur Excel. Chaque ligne était une blessure quantifiée. La colonne « Date ». La colonne « Description ». La colonne « Montant ». Voir ces chiffres s'aligner, noir sur blanc, était à la fois douloureux et incroyablement libérateur. Ma servitude avait un prix. Elle n'était plus une vague impression de sacrifice, mais une somme précise, vérifiable. Une fois la partie chiffrée établie, je passai à la rédaction. J'utilisais le même ton, la même structure que pour les conclusions que je rédigeais pour le cabinet. Des phrases courtes. Des faits.
Uniquement des faits. Considérant le prêt contracté auprès de la Banque Populaire en date du pour lequel Madame Chloé M s'est portée garante solidaire, et dont les échéances restantes s'élèvent à ce jour à 12 500 €. Considérant l'avance de frais médicaux effectués par virement en date du pour une intervention chirurgicale bénéficiant à Monsieur Jean-Pierre M, pour un montant de 8 000 €. Considérant l'utilisation non autorisée et frauduleuse de la carte bancaire numéro, appartenant à Madame Chloé M en date du 5 mars 2025, pour un montant total de 10 150 €. Je listais tout, point par point. Puis vint la touche finale, la suggestion de marque, le coup de grâce juridique. La ligne que personne n'attendrait. Considérant le préjudice moral subi, caractérisé par un stress continu, une anxiété et le temps substantiel consacré à la gestion des conséquences découlant d'une exploitation manifeste et répétée de la confiance filiale, il est réclamé une indemnisation symbolique fixée à 1 500 €. Le total était là, en bas de la page, en gras. 41 650 €. Une somme qui, il y a encore 48 heures, m'aurait semblé une montagne infranchissable. Aujourd'hui, elle me semblait juste. Je convertis le document en PDF. Je le joignis à un email. Mais je ne l'envoyais pas depuis ma boîte personnelle. J'utilisais un service de lettres recommandées électroniques, une plateforme qui garantit la délivrance, horodater la réception et l'ouverture, et a une valeur juridique. C'était l'équivalent numérique de la signification par huissier, une première étape formelle. Les destinataires, un par un, les adresses e-mail de mon père, de ma mère, de ma sœur et de mon beau-frère. L'objet de l'email était un modèle de froideur administrative, notification formelle de créance, référence du dossier, CMFAM 01. Je cliquais sur « Envoyer ». L'accusé de réception électronique arriva dans ma boîte mail presque instantanément. Le document avait été délivré. Le piège était tendu. Moins d'un quart d'heure plus tard, mon téléphone, que j'avais volontairement laissé en mode vibreur sur la table, se mit à danser une gigue frénétique. Une cascade ininterrompue de notifications. Je n'avais pas besoin de regarder. C'était la détonation. La fureur de mon père, l'indignation de ma mère, comment peux-tu nous faire cesser d'IA, l'incrédulité de ma sœur, c'est une blague ? Dis-moi que c'est une blague. Je ne touchais pas au téléphone. Je me servis un verre de vin rouge, un Saint-Émilion que je gardais pour une occasion spéciale. Il me sembla que l'occasion était toute trouvée. Je le bus lentement, en regardant mon téléphone vibrer, chaque vibration étant la confirmation que mon message avait été reçu. 5 sur 5. Ils n'avaient plus affaire à leur fille. Ils avaient affaire à leur avocate. Et elle venait de leur signifier leur mise en demeure. Les jours qui suivirent l'envoi de ma notification furent marqués par une nouvelle stratégie de leur part, le silence radio. La fureur initiale avait laissé place à un mutisme total, ce qui, je le savais, était bien plus dangereux. C'était le silence de la concertation, le calme avant une manœuvre plus réfléchie. Ils devaient être en train de monter un plan. Mais j'avais sous-estimé la capacité de l'univers à envoyer des alliés aux moments les plus cruciaux. Le mercredi soir, je reçus une demande de contact sur LinkedIn. Le nom, Delphine H, me fit l'effet d'un petit choc électrique. L'ex-femme de Guillaume. Dans la mythologie familiale, Delphine était la méchante sorcière, la femme hystérique, profiteuse, qui avait failli plumer le pauvre Guillaume lors de leur divorce. J'avais toujours eu un doute sur cette version officielle, Delphine m'ayant toujours semblé, les rares fois où je l'avais croisée, bien trop intelligente et posée pour ce rôle. Son message était direct, « Chloé, bonsoir. Il faut que l'on se voie. J'ai vu votre nom dans un contexte qui m'est familier. Je pense pouvoir vous aider. Proposez un lieu neutre. » L'avocate en moi analysa la situation, risque potentiel contre gain potentiel. Le gain l'emporta. Je lui proposai un café anonyme, près de la place de Clichy, pour le lendemain midi. Elle était déjà là quand j'arrivai. C'était une femme élégante, la quarantaine discrète, avec un regard qui ne laissait rien passer. Nous commandâmes 2 cafés, et elle entra directement dans le vif du sujet. Guillaume m'a contacté il y a 2 jours, commença-t-elle, sa voix calme. Il était paniqué. Il m'a dit que vous aviez pété un câble, que vous leur réclamiez une somme folle. Et puis,
Il a fait ce qu'il fait toujours. Il a essayé de me faire du chantage. Du chantage? Oh, c'est sa méthode. Il a gardé de vieilles photos de moi, des choses intimes de notre mariage. Il m'a dit que si je ne l'aidais pas à trouver de l'argent, pour calmer la furie, ces photos pourraient, malencontreusement, se retrouver sur Internet. C'était la menace de trop. J'ai passé 5 ans à reconstruire ma vie loin de lui et de votre famille. Je refuse de continuer à avoir peur. Elle ouvrit son sac et en sortit une fine chemise cartonnée qu'elle posa sur la table. Quand j'ai divorcé, continua-t-elle, j'ai engagé un détective privé. Je voulais comprendre où passait tout notre argent. J'ai trouvé. Et j'ai tout gardé. Je n'ai jamais utilisé ces documents, j'ai juste pris ce que je pouvais et je suis parti. Je voulais la paix. Mais sa dernière menace a changé la donne. Il ne s'arrêtera jamais si personne ne l'arrête. Et je crois que cette personne, c'est vous. Elle poussa la chemise vers moi. Considérez ça comme un geste de sororité. Vous êtes en train de faire ce que j'aurais dû faire il y a des années. Je passai le reste de l'après-midi enfermé chez moi, à éplucher le contenu de la chemise de Delphine. Et ce que j'y découvris dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. C'était un véritable abysse de mensonges et de malversations. Il y avait les preuves de l'addiction au jeu de Guillaume, bien sûr. Des relevés de comptes sur des sites de poker en ligne, des dettes contractées auprès d'organismes de crédit douteux. Mais il y avait bien pire. Il y avait la copie d'un acte de succession. Celui de ma grand-mère maternelle, décédée 2 ans plus tôt. Elle avait laissé une assurance vie de près de 100 000 euros, à diviser en parts égales entre ma mère et sa sœur, ma tante Isabelle. Et à côté de cet acte, il y avait des relevés bancaires du compte de ma mère. On y voyait clairement la somme de 50 000 euros crédités, puis, dans les mois qui suivirent, une série de virements importants vers un compte au nom de Guillaume. Près de 40 000 euros avaient ainsi disparu. Le plus accablant était une série d'emails que Delphine avait réussi à récupérer. Des échanges entre mes parents. Ma mère, paniquée, écrivant à mon père, « Jean-Pierre, il faut faire quelque chose. Guillaume a encore tout perdu. L'argent de maman a fondu. Si Isabelle l'apprend, elle va nous tuer. C'est un scandale. » La réponse de mon père était glaciale de pragmatisme, « Calme-toi. On va boucher le trou. On va dire à Chloé qu'on doit faire de gros travaux dans la cuisine. Elle est en début de carrière, elle ne vérifiera pas. Elle aidera sa famille, comme toujours. Elle est loyale. Elle est loyale. » La phrase me frappa comme un coup de poing en pleine poitrine. Ma loyauté n'était pas une qualité à leurs yeux. C'était une faille exploitable. Je dus me lever, marcher dans mon appartement pour ne pas vomir. La nausée était physique. Mon sacrifice pour la clinique de mon père, mon argent pour leur cuisine, mes années de privation, tout cela n'était qu'un tissu de mensonges. J'étais la rustine qui servait à colmater les brèches de leur navire en perdition. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur complice involontaire dans la dissimulation d'un abus de confiance sur l'héritage de la femme qui m'avait élevée. La colère que j'avais ressentie jusqu'à présent n'était qu'une brise légère. Ce que je ressentais maintenant était un ouragan. Une fureur froide, déterminée. La contre-attaque financière était une chose. Mais ceci changeait tout. Ce n'était plus une affaire civile. C'était une affaire de justice. Et j'allais leur en donner, de la justice. Le lendemain matin, le dossier de Delphine sous le bras, je n'avais plus aucun doute sur la marche à suivre. Ma stratégie de simple recouvrement de créances était obsolète, presque touchante de naïveté. J'étais passée du statut de créancière à celui de détentrice d'une bombe à retardement. J'obtins un rendez-vous d'urgence avec Marc. Dans le silence feutré de son bureau d'angle avec vue sur tout Paris, je posai la chemise cartonnée sur la table. « Marc, la situation a évolué. Voici les dernières pièces du dossier. » Il prit les documents, les examina un par un, son visage ne trahissant aucune émotion. Il lut les relevés, les emails, son sourcil se haussant à peine. C'était cette impassibilité qui faisait de lui un avocat redoutable. Quand il eut fini, il joignit les mains et me fixa. « Chloé, c'est une toute autre affaire, » dit-il d'une voix posée. Nous ne sommes plus dans le domaine de la dette familiale.
Nous sommes dans celui de l'abus de confiance et de la dissimulation. Votre position est devenue exponentiellement plus forte. Votre première notification était un avertissement. La prochaine étape doit être un coup de canon. Que suggérez-vous? Une mise en demeure officielle, signifiée par huissier de justice. C'est non négociable. L'impact psychologique d'un officier ministériel sur le pas de la porte est incomparable. Mais le contenu de la mise en demeure doit être modifié. Il ne s'agit plus seulement de réclamer votre argent. Il prit un bloc-notes et se mit à griffonner. Vous allez réitérer votre demande de remboursement intégral des 41 650 €. Mais vous allez ajouter un paragraphe. Un paragraphe qui leur fera comprendre que le jeu a changé. Quelque chose comme, et ce, sous réserve de la transmission aux autorités compétentes, notamment à Madame la procureure de la République, de tout élément en notre possession relatif à une possible gestion frauduleuse de patrimoine et à la dissipation d'actifs issus de la succession de feu Madame, nom de ma grand-mère, point. La phrase était parfaite. C'était une menace nucléaire, formulée dans le langage policé de la loi. Elle ne mentionnait pas ma tante Isabelle, mais mes parents sauraient immédiatement de quoi ils retournaient. C'était leur pire cauchemar, un scandale public, une enquête, et l'implication de la seule personne de la famille qu'ils craignaient encore. Je passai le reste de la journée à la préparation de cet acte de guerre. Je contactai une étude d'huissier réputé, celle de Maître Dubois, un homme dont la réputation de rigueur n'était plus à faire. Je lui transmis par coursier sécurisé la nouvelle version de la mise en demeure, ainsi qu'une note explicative. Il me rappela pour confirmer la mission. La signification aura lieu samedi matin à 9 heures précises, madame, me dit-il de sa voix grave. C'est un excellent créneau. Le samedi matin, je ne quittai pas mon appartement. Je me fis un café et attendis, le ventre noué. À 9h05, mon téléphone sonna. Ce n'était ni l'huissier, ni un de mes parents. C'était ma tante Isabelle. Chloé. C'est Isabelle. Sa voix était un souffle. Ta mère vient de m'appeler. Elle est, je ne l'ai jamais entendue comme ça. En panique totale. Elle pleurait, elle parlait d'un huissier, d'une lettre. Elle a mentionné le nom de maman. Chloé, qu'est-ce que tu as fait? Je pris une profonde inspiration. J'ai découvert la vérité, tante Isabelle. La vérité sur l'argent de grand-mère. Je sais qu'ils ont pioché dedans pour couvrir les dettes de Guillaume. Un long silence s'installa à l'autre bout du fil. Un silence si lourd que je pouvais presque entendre les pensées de ma tante. Je le savais, finit-elle par murmurer, sa voix brisée. Je ne l'ai jamais su avec certitude, mais je l'ai senti. Chaque fois que je demandais où en était le partage, ta mère était si vague. Oh, Chloé. Elle éclata en sanglots. Des sanglots de soulagement et de tristesse mêlés. Tu as eu le courage que je n'ai jamais eu. Ne recule pas. Ne les laisse pas t'apitoyer. Fais ce que tu as à faire. Je te soutiendrai. Raccrocher avec ma tante fut comme recevoir une bénédiction. La dernière digue de culpabilité qui aurait pu subsister en moi venait de céder. Le front familial n'était plus seulement fissuré. Il était brisé. Et j'avais désormais une alliée qui connaissait l'étendue de la trahison. La guerre était déclarée, mais je n'étais plus seul sur le champ de bataille. La mise en demeure, livrée par la main impassible de Maître Dubois, eut l'effet d'une déflagration. La menace, à peine voilée, d'une transmission au procureur de la République transforma la panique de mes parents en une terreur pure et simple. Le risque n'était plus social, il était judiciaire. Pourtant, je savais qu'il fallait enfoncer le clou. Mon père, en particulier, était un homme qui ne cédait que face à l'humiliation publique. Sa position au sein du « Club des entrepreneurs du Val d'Oise » était le pilier de son identité. C'était là qu'il régnait, qu'il était respecté. C'était le cœur de son royaume. Et c'est le cœur que j'allais viser. Avec une froide application, je rédigeai une lettre anonyme, non pas à l'ensemble du club, mais directement à son président, un homme connu pour son attachement quasi obsessionnel à la probité et à la bonne réputation de son institution. Le ton était celui d'un lanceur d'alerte contrit. Monsieur le Président, c'est avec un grand regret que je vous écris, en tant que personne ayant eu connaissance de faits troublants concernant l'un de vos membres les plus éminents,
Monsieur Jean-Pierre, monsieur, des informations crédibles font état d'une situation financière personnelle précaire, dissimulée sous des apparences de prospérité, et de possibles irrégularités dans la gestion d'un patrimoine familial. De telles affaires, si elles venaient à être rendues publiques, pourraient malheureusement jeter le discrédit sur l'ensemble de votre honorable association. Je n'affirmais rien, je ne faisais que suggérer, m'inquiéter. C'était empoisonnant. Je l'imprimai dans une bibliothèque universitaire et la postai loin de chez moi. Les conséquences furent rapides et brutales. Tante Isabelle m'apprit que le président du club avait convoqué mon père pour un entretien informel mais urgent. Nul ne sait ce qui s'y est dit, mais une semaine plus tard, une note dans le bulletin interne du club annonçait que monsieur Jean-Pierre M se retirait de toutes ses fonctions pour raisons personnelles et de santé. Il avait été acculé, forcé à un suicide social pour éviter l'enquête et l'opprobre. Pour lui, c'était pire qu'une faillite. C'était la mort de son personnage. Privés de leur statut et terrorisés par la menace judiciaire, mes parents capitulèrent. L'annonce de la mise en vente de la maison de campagne en Normandie apparut sur les sites immobiliers. La photo de la belle façade en colombage, symbole de tant de week-ends de prétention, était désormais affichée avec un prix. C'était l'aveu public de leur défaite. L'onde de choc se propagea à ma sœur, Sophie. Confrontée à la perspective de ne plus pouvoir compter sur la banque parentale, et armée des preuves que je lui avais fait parvenir via ma tante, elle explosa. Mais sa colère, incapable de se diriger contre le vrai coupable, son mari, ou contre ses parents, complices, se retourna entièrement contre moi. Je devins la seule responsable de son malheur. Dans un dernier message haineux, elle m'écrivit « J'espère que tu es fier de toi. Tu as tout détruit pour de l'argent. Tu n'as plus de famille. » Je lus le message, et pour la première fois, je ressentis une forme de tristesse pour elle. Elle était tellement aveuglée par sa propre dépendance à ce système qu'elle était incapable de voir qu'il l'avait détruite bien avant mon intervention. Je ne lui répondis pas. À quoi bon? On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. L'effondrement était total. Et je le regardais de loin, non avec satisfaction, mais avec la certitude tranquille d'une démolition contrôlée. Le bâtiment était malsain. Il fallait le raser pour pouvoir, un jour, reconstruire. Dans les semaines qui suivirent, alors que la maison de Normandie était en cours de vente, la stratégie de ma famille changea une dernière fois. La terreur avait laissé place à une tentative de damage control, de limitation des dégâts. Puisqu'ils ne pouvaient plus gagner la guerre, ils allaient essayer de négocier la paix. Une paix à leurs conditions, bien entendu. L'émissaire, cette fois, fut mon oncle Bernard. Le choix était révélateur. En l'envoyant lui, l'homme qui m'avait le plus violemment critiqué, ils pensaient sans doute me montrer leur bonne volonté, en choisissant un négociateur qui m'était hostile et qui serait donc perçu comme impartial, de leur point de vue. C'était une logique tordue, mais c'était la leur. Il m'appela, sa voix suintant une fausse bonhomie. « Chloé, ma petite, c'est tonton Bernard. Il faut vraiment qu'on se parle. Tes parents sont au fond du trou. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Nous sommes une famille, que diable !» Curieuse de voir jusqu'où leur déni pouvait aller, j'acceptai une rencontre. Un café près de la gare de l'Est, un lieu de passage, neutre et sans âme. Il arriva, l'air grave d'un homme d'État en mission. Il commença par un long préambule sur les difficultés de la vie, les erreurs que tout le monde peut commettre, et la force sacrée des liens du sang. Je l'écoutai en silence, mon visage aussi expressif qu'un masque de cire. Puis il aborda le cœur du sujet. « Tes parents ont compris le message, Chloé. La maison est presque vendue. Ils vont te rembourser. Tout. L'intégralité de la somme que tu as demandée dans ta lettre. » Il peinait à prononcer le mot « mise en demeure ». « C'est une bonne nouvelle, dis-je simplement. »« Oui, reprit-il, se penchant vers moi comme pour me confier un secret d'État. Mais il faut que tout le monde y mette du sien. Pour que la famille puisse se reconstruire, il faut qu'on tire un trait. Un vrai. Tes parents sont prêts à te faire le virement dès que les fonds de la vente seront débloqués. Mais ils demandent une seule chose en retour. » Je le regardai, attendant la chute. Ils ont préparé un petit document. Un accord. C'est juste pour formaliser les choses. Tu signes,
et tu t'engages à ne plus poursuivre cette affaire. Tu laisses tomber tes menaces tu sais, d'en parler à l'extérieur. L'histoire avec l'héritage, l'histoire de Guillaume, tout ça. C'est du passé. On règle les comptes, on signe, et on n'en parle plus jamais. On lave notre linge sale en famille. C'est juste, non. Je le fixais pendant un long moment. L'absurdité de la proposition était vertigineuse. Il ne me demandait pas pardon. Il me demandait de signer un contrat de bâillonnement. Il voulait acheter mon silence avec l'argent qu'il m'avait volé. Ils ne regrettaient pas leurs actes, ils regrettaient que j'ai découvert la vérité. Lentement, je posai ma tasse de café. Le petit bruit sec résonna dans le silence de notre table. Non, dis-je d'une voix qui ne tremblait pas. Le sourire confiant de mon oncle se figea. Pardon? Non. Mais enfin, Chloé, il te donne tout ce que tu demandes. Non, répétai-je en me levant. Il ne me donne pas ce que je demande. Ce que je demande, c'est la reconnaissance de ce qu'ils ont fait. Ce que je demande, c'est la vérité. Vous me proposez un deal commercial, mon silence contre un chèque. Vous me demandez de devenir la gardienne payée de vos secrets. Je sortis un billet de mon portefeuille et le posai sur la table pour payer mon café. Dites à mes parents que l'offre est simple. Ils me remboursent ce qu'ils me doivent. Point. Il n'y a pas de « mais ». Il n'y a pas d'accord à signer. Si l'argent n'est pas sur mon compte dans les 48 heures suivant la vente de la maison, la copie de mon dossier partira directement au bureau du procureur. Ce n'est pas une négociation. C'est une information. Je lui tournai le dos et quittai le café, le laissant méduser. J'avais refusé leur dernière tentative de contrôle. Ils avaient essayé de transformer une question de justice en une transaction. Mais ma dignité n'était pas à vendre. Et mon silence, encore moins. L'hiver s'installa sur Paris, enveloppant la ville d'un manteau de grisaille et de froid. Ma vie, elle, semblait suivre une saison inverse. La promotion que j'attendais depuis si longtemps au cabinet était enfin arrivée, m'apportant une reconnaissance professionnelle et une aisance financière que je n'avais jamais connue. Et puis il y avait Lucas. Notre relation s'était approfondie, devenant un îlot de calme et de tendresse dans le tumulte de mon passé. Il était l'antithèse de ma famille, il écoutait plus qu'il ne parlait, donnait plus qu'il ne prenait, et respectait mes silences autant que mes paroles. Je n'avais plus aucun contact avec ma famille. Les échos de leur naufrage me parvenaient par le biais de ma tante Isabelle. La vente de la maison était finalisée. Ils avaient remboursé leurs dettes les plus pressantes. Ils vivaient désormais dans un 3 pièces en location, une humiliation suprême pour eux. Un dimanche matin glacial de janvier, alors que je choisissais des légumes sur un étal du marché des Batignolles, une voix m'interpella. Une voix que je n'avais pas entendue depuis des mois, mais que je reconnus instantanément. Chloé. Je me retournai. C'était ma mère. Elle se tenait à quelques mètres, emmitouflée dans un manteau qui semblait trop grand pour elle. Elle avait vieilli. Pas seulement les rides, plus marquées autour de ses yeux, mais une sorte d'affaissement général, comme si le poids des événements avait littéralement courbé ses épaules. Il y eut un instant de flottement, un de ces moments suspendus où des années de relations complexes se télescopent en une seule seconde. Elle esquissa un sourire fragile et s'approcha. On peut aller boire quelque chose de chaud? S'il te plaît. Juste 5 minutes. Nous nous retrouvâmes dans un café bondé et bruyant, une sorte de no man's land parfait pour une conversation impossible. Elle remuait sa cuillère dans son chocolat chaud, cherchant ses mots. Puis elle se lança dans un monologue décousu, une tentative pathétique de réécrire l'histoire. La vie est si difficile en ce moment. Ton père ne sort presque plus, il est si abattu. Sophie n'arrive pas à retrouver du travail. Si tu savais comme tout ça est dur pour moi. Elle parlait d'elle, de ses difficultés, de sa souffrance. Pas un mot sur la mienne. Pas une syllabe de regret pour les années de manipulation, pour le vol, pour la trahison. C'était une performance. Le grand numéro de la mère victime, de la martyre. J'écoutais, impassible. La colère m'avait quitté depuis longtemps. Il ne restait qu'un vide sidéral, le constat d'une faillite émotionnelle totale. Elle n'était pas capable de voir au-delà de son propre nombril. Elle ne le serait jamais.
Finalement, à court de lamentations, elle plongea la main dans son grand sac à main et en sortit une enveloppe blanche, rigide. Elle la posa sur la table, un geste solennel. La maison est vendue. Nous avons fait ce que nous devions faire. Elle poussa l'enveloppe vers moi. Voilà. Tout y est. Maintenant, Chloé, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut essayer? Est-ce qu'on peut redevenir une famille? La question, posée avec un espoir si pathétique, me sembla obscène. Redevenir une famille. Comme si on pouvait recoller les morceaux d'un vase brisé en 1000 morceaux et prétendre qu'il n'avait jamais chuté. Je la regardai, elle, ma mère. Et dans ses yeux, je ne vis que le reflet de ses propres besoins. L'espoir que ce chèque soit une éponge magique, capable d'effacer le passé, de restaurer son confort, de me faire réintégrer mon rôle de fille pilier. Et c'est là que je fis le choix le plus inattendu. Lentement, délibérément, je tendis la main et je pris l'enveloppe. Mes doigts se refermèrent sur le papier cartonné. Je la regardai droit dans les yeux. D'accord, dis-je d'une voix neutre. Un éclair de soulagement pur traversa son visage. C'était presque insoutenable à regarder. Des larmes de gratitude montèrent à ses yeux. Oh, Chloé, ma chérie. Je savais que tu avais bon cœur. Je savais que tu finirais par comprendre. Je ne répondis pas. Je glissai l'enveloppe dans mon sac. Je me levai. Au revoir, maman. Et je partis, la laissant à sa table, à son chocolat chaud, et à ses illusions. Elle pensait m'avoir racheté. Elle croyait que la transaction était terminée. Elle ne savait pas que l'acte final de cette tragédie n'avait pas encore été écrit. Et que Jean serait la seule auteure. En rentrant chez moi, je posai l'enveloppe sur la table de la cuisine et la contemplai longuement. Je l'ouvris. Le chèque de banque certifié était là. 41 650 €. La somme exacte. Le prix de mon silence, pensait-il. Le prix de ma servitude passée. Je pourrais l'encaisser. En une signature, je pourrais effacer mon prêt étudiant, ou verser l'apport pour l'appartement de mes rêves avec Lucas. Matériellement, cet argent changerait ma vie. Mais je savais, avec une certitude absolue, que si je l'utilisais pour moi, il me rongerait de l'intérieur. Cet argent n'était pas propre. Il était l'argent de la peur, de la honte, de la manipulation. L'accepter serait la dernière des défaites. Le lundi matin, je pris un rendez-vous. Non pas avec mon conseiller bancaire, mais avec le doyen de la faculté de droit où j'avais fait mes études. Une semaine plus tard, j'étais assise dans son bureau majestueux, sentant à nouveau l'excitation et la crainte de mes années d'étudiante. Mais cette fois, je n'étais pas là pour recevoir, mais pour donner. Je lui expliquai mon projet. Il m'écouta avec une attention croissante, son regard s'éclairant à mesure que je parlais. À la fin de notre entretien, les documents étaient prêts. Le chèque de 41 650 € ne fut pas déposé sur mon compte. Il devint le capital de départ d'une fondation que je créai ce jour-là. Une fondation qui porterait un nom bien précis. La Bourse d'études Grands-parents Martin. Martin. Le nom de jeune fille de ma mère. Le nom de la lignée qu'ils avaient bafouée. Le nom de ma grand-mère, dont l'héritage avait été détourné. C'était un hommage et une condamnation silencieuse. Je ne créais pas la fondation M, leur nom. Je créais la fondation Martin, ravivant la mémoire de ceux qu'ils avaient trahis. Le but de la bourse était simple, aider financièrement chaque année un ou plusieurs étudiants en droit, particulièrement méritants, mais venant de milieux défavorisés. Des jeunes gens qui, comme moi, avaient dû se battre pour chaque petite victoire. L'acte notarié créant la fondation fut mon dernier message. Je ne l'envoyais pas par la poste. Je payais de ma poche les services de Maître Dubois pour qu'il le signifie en main propre. Une copie pour mes parents. Une copie pour ma sœur. Le document officiel, froid et incontestable. Ils ne répondirent jamais. Aujourd'hui, 1 an plus tard, la vie a repris ses droits. Une vie nouvelle. Lucas et moi avons trouvé notre nid, un appartement plein de lumière et de plantes vertes. C'est un lieu de paix. La semaine dernière, une lettre est arrivée. L'en-tête était celui de l'université. C'était un mot de la première lauréate de la Bourse Martin.
Une jeune femme qui expliquait comment cette aide inespérée lui permettait de se consacrer à ses études sans l'angoisse du lendemain. Ces mots de gratitude valaient plus que tout l'or du monde. Hier, j'ai reçu une carte postale. Une vue ensoleillée de la Sicile. Au dos, ces quelques mots, la famille, c'est ceux qui t'applaudissent quand tu gagnes. On pense fort à toi. Isabelle et Delphine. Ce soir, en regardant Paris s'illuminer depuis mon balcon, je sais que j'ai fait le bon choix. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai simplement refusé de couler avec elle. Sur les ruines de mon ancienne vie, j'ai construit la mienne. Une vie choisie. Une vie libre. Et c'est un bien infiniment plus précieux que 41 650 €.